Ah, t'as bien Oh, fait. c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Rapprochez-vous. Gang de casquettes. Bon, salut à tous. Comme d'habitude, parfaitement sapé pour l'entraînement de l'équipe de France numéro 2. Donc objectif champion du monde à l'île Maurice en juillet. Aujourd'hui on va travailler le putting et le petit jeu principalement. Pas que, on va aller sur le parcours après. Donc un petit coucou. Bonjour les followers. Il est incroyable. Donc, vous avez vu la petite attention qu'ils ont eu pour moi juste avant, c'était très mignon. S'ils savaient comment ils vont en baver, ils auraient peut-être pas forcément fait ça. Donc putting et petit jeu, on remercie le golf de la Cano qui nous accueille aujourd'hui. Et puis let's go, c'est parti. Allez, feu. Oh. Bien joué. Exactement. Alors l'idée pour commencer, ils ont placé 5 tirs en étoile autour de trous, à peu près à 1,80 m, 2 m, donc ici et ici. C'est un putting qui est très pentu, c'est pas pour rien. Je vous laisse faire une série, vous prenez votre routine, essayez d'en rentrer le plus possible sur les 5 balles, sur les 5 situations. Ensuite on en discutera un petit peu et je vous observe. Donc là c'est les putts qui sont très importants, qui vont permettre de sauver les parts après un premier putt pas donné ou après un chip plutôt bien exécuté. Donc c'est des distances qui vont être primordiales pour le scoring, ou après un coup de fer d'ailleurs hein, pour birdie. Ou pour triple, hein, on s'en fout, en tout cas c'est des putts qu'il faut rentrer. C'est les putts on va dire où on a une chance de rentrer véritable, mais en même temps une chance aussi de le rater parce qu'on est quand même suffisamment loin pour le rater tout simplement. Bien joué. Dommage. C'est quoi cette balle là, sérieux? C'est une 500 je crois. C'est des balles que tu vas jouer? Non, ça va celle-là. Bah essaye de jouer des balles que tu vas jouer. Je les ai pas dans mon sac. Je les garde pour les grands moments. Oh là là. Parce que la balle rose là. Bien joué. Donc là je leur ai demandé de changer de trou. Rémi en a mis 1 sur 5, Benoît 3 sur 5, ce qui est bien à cette distance. Il est largement dans le ratio. Là entre 2 et 3 c'est plutôt normal et 3 c'est mieux que 2 évidemment, 1 c'est pas assez. Et pour le coup j'essaie d'observer à quelle vitesse ils rentrent leurs putts surtout. C'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Et je vais travailler le dosage avec eux à ces distances. Bien. Bon on se met là parce que du coup il y a un petit peu de bruit là-bas. Après cette première salve de balles, j'interroge Benoît et Rémi sur leur vision des ratés qu'ils ont eu lors de leur série. Un peu d'erreurs de lecture, un peu d'erreurs techniques, mais jamais je n'entends le mot dosage. Pourtant j'ai vu beaucoup de putts finir très longs ou trop courts. Je les emmène donc dans un univers trop souvent oublié lorsqu'on parle des putts à courte distance, à savoir le dosage. Lorsqu'on choisit une ligne de putt, c'est toujours en rapport d'une pente et d'un dosage qui va avec. Je vais donc leur donner une petite consigne très simple. Imaginez rentrer la balle à une certaine vitesse dans le trou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une série. On va essayer de voir à quelle vitesse vous les rentrez. On va commencer par une série où vous allez rentrer la balle, on va dire à une vitesse 1. Vitesse 1, c'est la balle qui arrive et qui tombe dans le trou. C'est-à-dire que si jamais vous ratez votre putt, elle dépasse le trou de ça, voire elle ne dépasse pas le trou. Donc là, ils vont devoir rentrer les putts en mourant dans le trou, c'est-à-dire que si la balle ne rentre pas, elle est censée dépasser le trou de 1 cm à peine. La balle arrive dans le trou et elle tombe directement dans le trou au ralenti. Exactement comme ça, dommage. Oh elle a pris le bogey, elle est ressortie. Donc là je leur demande de rentrer le putt en vitesse 3. Vitesse 3 c'est une vitesse où la balle, si elle ne rentre pas, va dépasser le trou, on va dire d'un bon 50 cm à 1 mètre. Donc en gros elle doit rentrer dans le trou et taper le bord opposé. Et non pas rentrer en mourant. Exactement comme ça. Exactement comme ça aussi. Oh, dommage. Donc on a fait vitesse 1, elle arrive en mourant, vitesse 3, elle arrive très fort. Quel est le plus simple? Ouais, 3, mais il y a des risques après de faire un peu de plus. Mais Si on imagine que les bogeys ne sortent pas les balles, ça aurait fait 5 sur 5 sur cette série-là. Donc finalement, du coup, meilleure réussite en attaque en plus. Ok.
parce que ça annule un peu les pentes. Ouais. Par contre, beaucoup plus dépendant de la faire rentrer plein milieu, sinon ça fait des virgules. Est-ce qu'il y a des putts sur lesquels vous étiez à l'aise et d'autres pas à l'aise avec cette vitesse-là, vitesse 3? Bah, les putts en descente. Je suis pas serein d'attaquer franchement un putt en descente. Et inversement, en montée? En montée, ouais, par contre. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'intention de vitesse, ça va dépendre de la pente que vous allez avoir. Si c'est un putt très en descente, en théorie, il vaut mieux se rapprocher de la vitesse 1, parce que si elle ne rentre pas, évidemment, elle va finir 2 mètres derrière. Si vous avez un putt qui est en montée, ça va plutôt être vitesse 3. Du coup, la vitesse 2, on l'a pas faite, on l'a pas encore fait, mais à votre avis, elle va être utile dans quel cas? Latéraux. Par exemple. Donc vitesse 2, normalement, c'est une balle qui va arriver dans le trou sans taper le bord opposé, sans tomber non plus en mourant. Vitesse 2. Alors vitesse 2 sur un putt en descente comme ça, par contre, il faut se rendre compte que c'est pas la vitesse qu'il faudrait mettre normalement. Elle serait plus vitesse 1 et ça, c'est pas du vitesse 2, ça c'est du vitesse 4 ça. T'es en montée, tu finis 1 mètre derrière, c'est qu'elle arrivait très très forte, je pense. Ça, c'est parfaitement vitesse 2. Vu qu'on en chie, il faut aussi voir le professionnel à l'heure. Putain, mais c'est horrible. Ça sera pas coupé au montage, ça. J'arrive. Et oui, mon gros nul de Rémi, il faut prendre plus de pente. Cette fois. Putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. Pas mineur. Au-dessus. Ok. Tu le veux comment? Vitesse 1, 2 ou 3? 2,5. 2,5. Ouf. On a les élèves qu'on mérite. Alors on a fait vitesse 1, 2 et 3. Après avoir essayé toutes les vitesses sur chaque putt, je leur demande de faire une dernière série en imaginant très fortement dans leur routine et leur visualisation à quelle vitesse justement ils veulent voir leur balle rentrer dans le trou, s'en imprégner, et très important pour la confiance, la précision de votre imagination fera la précision de votre coup. Donc là, il faut imaginer la balle rentrer au ralenti, dernier roulement. La logique voudrait qu'il soit tout droit, et si elle rentre pas, elle dépasse le trou à peine. Donc là, c'est mise en mouvement, très très bien. Donc même avec l'intention d'y aller tout tranquille, tu vois, elle serait quand même barrée un peu loin derrière. Donc quand c'est en descente comme ça fait le taf tout seul. Donc là, je mets la situation, je laisserai Rémi faire la sienne. Donc en gros, c'est très simple. 2 mètres, pas de 2 mètres, une petite zone assez large parce que du coup on s'en fout de la pente. Et par contre, à peu près la largeur d'un trou, à peine plus large qu'un trou. Et l'idée c'est d'essayer d'en mettre le plus possible dans la zone, si possible 5 de suite. Donc là c'est littéralement du dosage, mais à 2 mètres. Ce qu'on fait pas forcément souvent, alors pourtant c'est très utile. Nul. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Donc tu vois, c'est tout con, hein. C'est un bon putt. Et c'est ce qui fera peut-être la diff entre un putt qui rentre ou qui rentre pas. Évidemment. Bien. J'ai dit 5 de suite, donc faut enchaîner. Ok, ça en fait 2. Ah non, ça en fait 3 du coup. Et dommage, la série s'arrête là. Avance. Oui, c'est bon sur la ligne. 4. Et 5, validé. Bravo. Une. Alors du coup, tu vas faire pareil, mais cette fois-ci, le tee, tu le mets de l'autre côté, en descente. Donc là, ils vont faire la même en descente. Magnifique. Donc là, la zone est tout aussi petite, mais là, par contre, pour en mettre 5, c'est vraiment tendu. Parce que l'incidence de la pente en descente étant beaucoup plus impactant sur la trajectoire, magnifique. Si déjà vous en mettez 3, c'est déjà très très bien. Parce que là, le moindre petit impact en plus va vite faire que la balle va se barrer 1 mètre derrière ou terminer court de 30 cm. Donc là, logiquement, ça va être beaucoup plus compliqué. Bien. C'est bon. Je l'ai pas joué. Oh, c'était pour la 5e. Et c'est con, on va pouvoir tout refaire. Bien, ça fait 3. Oh, c'est la 4e. Attends, là, c'est vraiment pour faire la série de 5. Attention. Monsieur N se taise un petit peu. Oh, le coup de main. Quoi, elle est pas magnifique celle-là? Non, elle est incroyable. Bravo, bien joué. Bien joué. Magnifique. Ok. Donc là, suspension et tu démarres entre guillemets exactement. 1, 2. Ok, vas-y, enchaîne. Démarre plus rapidement. 1, 2. Ça, c'est mieux. Vas-y, refais. 1, 2. Des fois je suis ici
Et des fois, j'en sais rien, j'ai envie de descendre un petit peu les mains. Bon, je peux pas trop expliquer pourquoi. Moi, je faisais ça aussi avant. Quand tu vas descendre les mains, tu vas avoir plus de contrôle de ta face et justement dans la logique qu'on veut être un peu plus ferme. Après, il y a pas de... C'est ce que toi, tu ressens, tu vois. Enfin, il y a pas de... Je vais pas te dire descends les mains ou monte les mains, ça changera pas grand-chose. Logiquement, tu as plus de contrôle de la face, mais tu sens moins l'inertie quand tu descends les mains. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que tu as un geste qui fasse vraiment 1, 2, dès le démarrage et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Parce qu'au début, c'est vraiment très très lent, quoi. Alors, on va faire un travail différent. Je vais commencer avec Rémi. Après être passé par la case putting, nous allons au practice pour voir une ou deux choses sur le swing de Rémi et Benoît. J'avais déjà commencé à triturer Rémi sur son swing, éviter l'ascenseur au backswing, montée réduite et plus d'engagement jusqu'au finish. Les choses ont déjà bien progressé je trouve et j'aime sa nouvelle dynamique de swing, un swing moins dépendant de ses bras mais plus de son corps. Lors de cette séance, je lui ai demandé de s'éloigner un peu de la balle à l'adresse afin de créer un peu plus d'angle au niveau de son bassin dans le but de laisser davantage d'espace en zone d'impact pour le passage de ses mains et pour l'aider à finir la rotation de ses hanches jusqu'au finish. T'as vu, il commence à faire un swing de golf. Ça ressemble à un swing. Le travail, encore 2 mois. Allez mon nul. J'ai failli te dire pour la première, fais gaffe parce que je pense que ça peut partir en socket pour la première. Allez. Ça n'a pas manqué. Ok, much better. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé ce swing. Les deux grosses différences dans le swing de Rémi concernent son backswing, il se redresse moins qu'avant et perd moins ses angles, son côté droit résiste beaucoup plus qu'avant durant cette phase du geste, et sa traversée où il ne se contente plus de lancer le club à travers la balle, mais où il accompagne celui-ci désormais jusqu'au finish. Je le laisse s'entraîner et vais voir Benoît pour lui donner quelques exercices afin d'améliorer sa coordination. Ok, on retrouve Benoît, on a un peu discuté de son système de swing que j'ai décidé, qu'on a décidé de ne pas changer à 2 mois de l'événement parce que s'il est 3,5 4,5 d'index, c'est que... Bientôt 3,5 d'index, c'est que logiquement... c'est que logiquement il y a beaucoup de choses qui sont très bien donc on va pas y toucher. Ce serait contre-productif donc on va le laisser dans son système. Par contre son système est vachement dépendant de son rythme. Donc pour être coordonné il faut qu'il trouve son rythme. C'est pour ça qu'il a besoin d'échauffement. Donc dans cette optique là, faire un travail sur un entraînement justement sur le rythme, où là il va taper 3 balles. Une qui va le faire à l'instant, où il va taper en plein swing en termes d'amplitude, mais à 50% en termes de vitesse. Ok. Une ensuite où il va taper par contre à plein swing normal, donc on va dire aux alentours de 80% en termes d'intensité. Donc là ce sera sa distance habituelle. Ok. Et une pour terminer, où il va taper pas à 100%, parce que 100% ça veut dire qu'il s'arracherait complètement, mais ouais, il va essayer de trouver ce qu'on appelle le point de rupture, où il va garder sa coordination tout en essayant d'en mettre le max de vitesse. Ok. Ah, donc là il a réussi à faire 3 bons contacts, c'est très bien. L'idée c'est de réussir à faire 3 bons contacts, mais 3 balles qui partent dans l'axe malgré tout. Là tu as vu que la deuxième a été parfaite, les deux autres elles sont parties un peu à droite. Bien. Ça va être un exercice qui va être important pour lui, notamment le matin, si il a besoin de trouver justement un peu son rythme et sa coordination avant la compétition. Faire 3 vitesses avec un swing à 100% d'amplitude. Donc version d'après améliorée de cet exercice-là de coordination, tu vas le faire toujours à 100% d'amplitude, mais par contre tu vas faire 10, 20, 30, 40, 50, c'est-à-dire que là tu vas vraiment scinder encore plus, tu vas compartimenter encore plus en termes de distance. L'idée c'est que ton premier swing soit un plein swing qui termine à 30 mètres devant. Donc là c'est le swing ultra lent, sans en zone d'impact ralentir. Il faut que ça soit quand même dans un tempo qui accélère. Donc en gros le poids du club suffit. Hein. En essayant de choper un bon contact quand même. La petite soquette. T'es monté beaucoup trop vite. Il faut que t'aies tout qui soit très très lent. Non, là tu n'y arrives pas. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, donc là c'est un exercice de coordination tout simplement. Réussir à savoir quel élément mettre en place dans son swing, les bras, le corps, etc. Alors que pourtant on essaye de mettre aucune vitesse, c'est pas facile. Bien. Ouais, t'as pas eu le finish, mais bien quand même. Donc là tu peux aller un peu plus loin et tu montes progressivement et à peu près en une dizaine de balles tu dois arriver au swing à 100% quoi.
Donc là, tu as déjà grillé une cartouche. Hein. Là, je pense qu'il y a une distance entre les deux. Ah, tu as ton échauffement du matin. Je suis concentré, j'ai l'impression que... Ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais. Bon, t'as fait la même qu'avant, mais c'est bien. T'as Rémi qui, avec sa nouvelle posture et son nouveau swing, est en train d'enchaîner des coups. J'avoue que là c'est straight into the pin. Je vous donne un petit exercice à Benoît où là par contre tu vas pouvoir faire des pleins swings. Par contre je vais être obligé à changer tes contacts. Tu vas me faire un contact clean balle haute, un contact franc normal et un contact vraiment très fort vers le sol avec une balle basse. Ok. Donc là, ouais, clean balle haute. Très clean, hein. Très clean. Respecter la consigne. C'était monsieur propre là. Il n'y a pas eu d'éclaboussure, c'est sûr. On oublie la balle normale, tu me refais une balle clean s'il te plaît. Okay. Donc clean balle haute, tu peux faire un swing d'essai avant pour te mettre un peu l'information quand même dans le cerveau. Si je chope pas le sol, ça va pas le faire. Ok. Là par contre, swing d'essai, tu prends le niveau très franc. Ok. Ok, c'est juste gestion des angles d'attaque quoi. Par contre, du poignet, je m'en sors plus ici. Le driving de Rémi a déjà bien évolué en un mois, il touche beaucoup plus de fairway en allant un peu moins loin parfois, mais il en est satisfait. Après avoir regardé son swing tenter 2-3 trucs et après avoir discuté avec lui, on se dit qu'il vaut mieux ne pas enchaîner dans un processus plus complexe, si proche de la compétition. Il va donc construire sa confiance sur ce nouveau swing, moins ample, sans utilisation des poignets, afin de conserver ce qu'il a déjà trouvé et qu'il lui faudra garder à l'héritage, moins de différentiel entre ses bons drives et ses mauvais drives. Ok, on se retrouve au chipping. Je leur fais faire une petite série déjà classique, chip basique, quinzaine de mètres, avec autant de roules qu'on veut, autant de vols qu'on veut. On la fait vraiment comme on le sent. Bien. Est-ce que vous pouvez essayer de les pincer un peu plus ? Par contre, t'envoies des ogives là. Alors, tous les deux, vous avez une manière de chipper. Rémi, c'est encore plus marqué. Où en gros, vous ne jouez pas trop l'inertie du club. En gros, vous avez un chipping qui est quand même beaucoup plus mécanique. En gros, ça se voit que vous essayez de lancer la tête de club à travers la balle. En vrai, vous ne jouez pas vraiment avec le relâchement du club qui vient avec le lag. Vous êtes plus à essayer d'imaginer ça. Ça enlève un tout petit peu de finesse ou de potentiel de finesse au niveau des sensations. Parce que du coup, vous surengagez l'inertie. Pour moi, le petit jeu, ça va vraiment être une question de finesse. Si on enlève l'inertie, on manque de finesse. Ça vous rassure sur le contact, j'imagine, d'aller chercher le contact avec la tête de club sur le sol. Moi, je fais ça pour j'essaie de vraiment maintenir la face longtemps. Okay. C'est pour ça que j'essaie de contrôler pour maintenir la face square longtemps. C'est dans mon idée, c'est pour ça que je fais ça. Ok, c'est-à-dire que si tu lags, as l'impression que ça va pouvoir... Ouais, que je vais refermer en fait. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez faire une série ensuite où vous allez essayer au contraire de ne pas rester trop figé au niveau des poignets, et vous allez laisser le club un petit peu plus vivre, juste pour voir ce qui se passe. L'idée c'est de laisser l'inertie du club faire le taf pour ajouter un petit peu de finesse. Donc là je vais voir du lag. Un peu comme ça. Je vous laisse faire, je vous dis rien pour l'instant, juste laisser le club un peu plus vivre. L'idée c'est justement d'enlever le contrôle. Ouais. Le résultat est bien, je comprends bien. Le club contrôle tout fait. Exactement. Alors, au niveau du chipping, quand je dis qu'il faut relâcher, là vous avez fait une petite erreur, c'est que vous avez relâché là, mais aussi en zone d'impact. Ça c'est pour faire une approche levée, là on n'a pas besoin, tu vois. Pour moi, dans la manière dont j'imagine la pression des mains sur le grip et le moment où on relâche, c'est très simple. C'est là on maintient, on relâche et on maintient de nouveau. Donc le chipping en gros c'est... J'ai vu ta tête. On maintient, on relâche, on maintient. Pourquoi je fais ça? Si je fais un petit peu de lag, c'est ce qui va me permettre d'avoir un peu de finesse. Si je maintiens, c'est justement pour avoir le contrôle de la phase de club. Si je relâche tout du long, là il se passe n'importe quoi, ce que tu faisais un petit peu là dans ton cas. C'est-à-dire que là pour le coup tu laissais aller, c'était mou,
mou. Ouais. Voilà. L'exact opposé, c'est ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire maintien, maintien. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez au bon moment du maintien, au bon moment du relâchement. Donc, je maintiens, je relâche, et là, je maintiens. Donc, ça fait un geste qui est quand même assez mou, mais qui est quand même dans un contrôle, puisque c'est moi qui décide quand même de ce que je fais avec la tête de club. Par contre, j'ai ce petit lag, ce qui me permet d'avoir le petit finesse que je veux que vous ayez à terme. Ok? Donc là, simplement, ça va être des coups d'essai où vous allez essayer de prendre conscience de l'inertie du club et du relâchement des poignets par un démarrage où là, je suis en bloc. Dans la transition, là, par contre, je laisse un petit peu mou. Et ensuite, lorsque je récupère la zone d'impact, là, par contre, je maintiens un peu et je laisse pas le club passer devant. Donc faites un ou deux swings d'essai déjà pour essayer d'appréhender le truc. Là, il faut que tu maintiennes. Plus comme ça. Tac, tu relâches et tu maintiens. Il faut que ce soit vraiment tout doux. Ok. Ok. Je suis obligé de. J'ai l'impression de. Tu sais, de baisser d'intensité de fou. Ouais, de réduire le tempo à. Tout à l'heure j'étais à 10, là je suis à 2. Exactement ça. Exactement ça. Exactement. Bien. Elles sont toutes au drapeau. Trop d'amplitude, hein, là, Benoît. Ok, bien. Dans la balle, dans le lob pourri ou c'est à moi? On va essayer de varier un petit peu. Vous allez viser le drapeau qui est juste devant à droite. Au niveau de la pression des mains sur le grip, il faut que ça soit. On dit toujours de 1 à 10, c'est pas facile parce que ça va être propre à chacun. Mais pour moi, il faut trouver le point d'équilibre. Le point d'équilibre, ça va être la pression la plus douce que vous puissiez avoir tout en ayant la capacité de contrôler ce que vous faites. Okay. C'est-à-dire que si je suis capable d'avoir une pression très douce et si j'ai envie de fermer la face, je le fais. Si j'ai envie de réouvrir la face, je peux le faire. C'est que là, j'ai la bonne pression. Si vous actionnez le club dès le démarrage là, en le démarrant d'ici, forcément la pression elle est forte dès là. Alors que moi ce que je veux c'est qu'ici il n'y en a quasiment pas et que vous la récupériez à peu près en zone d'impact. Pour soit accepter le fait qu'on accélère un peu pour la prendre un peu en pinçant, là je pince, après et là par contre c'est tout mou. Donc en fait le jeu de la pression il va se faire en fonction de ce qu'on veut en zone d'impact et de fait ici il n'en faut pas. Soit je la récupère un peu plus vite, je pince, soit je la retarde et là du coup le club il va être beaucoup plus mou. Elles sont bourrées de spin celle-ci. Trop de touch maintenant, ça y est. Ouais, c'est trop de touch. Bien. Ouf. Mauvais point de chute. Donc, petit concours de chip sur 3 balles, en essayant de garder cette intention de relâchement dans la transition et ensuite de maintien. Donc là, Rémi nous l'a fait parfaitement bien. Et maintenant et maintenant. Ah, parfaitement mal. En résumé, Benoît et Rémi fonctionnaient dans des systèmes laissant assez peu de place à la vie du club durant le geste. En leur expliquant ce nouveau système je plante une graine pour qu'ils développent un peu plus de feeling autour des greens, je ne veux pas nécessairement chambouler leurs acquis, juste développer leurs skills en prévision d'un parcours qui, ils le découvriront en juillet, mettra leur petit jeu à l'épreuve. L'après-midi nous irons sur le parcours afin de tester leur concentration, mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo d'Objectif Champion du Monde. Pardon, là, on a fait un peu too much. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez également tiré quelques enseignements ou quelques idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien entendu, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode sur Objectif Champion du Monde.